Dans le désert, à la brunante, la vie suspend son cours et le silence envahit l'espace. L'oreille peut alors percevoir la marche d'un insecte sur une branche. Une voix provenant de quelques vallées voisines invite une réponse. Un oiseau invisible perché sur des falaises quelconques peut figer le sang par un cri qui brise le silence. Quand le monde est à ce point silencieux et retient son souffle, c'est alors que vous entendez le bourdonnement. À partir du moment où vous entendez ce bourdonnement, il ne vous quitte plus. Les bruits sont partout. Et la nature elle-même est bruyante. Mais il faut bien avouer que parmi toutes les espèces qui vivent sur cette planète, il y en a une qui s'avère bien plus bruyante que les autres. Les humains. Les routes, l'aviation, les industries, certains loisirs bien spécifiques à l'humanité, tout ça crée une sorte de bruit de fond constant, qui prive la Terre de l'expérience du silence absolu. Et ce qui est pratique avec les bruits, c'est que dans l'immense majorité des cas, il est possible d'en identifier l'origine. Du coup, si un bruit se transforme en nuisance, on peut agir à la source afin de l'atténuer ou carrément de le faire cesser. Ok, mais imaginez maintenant qu'il puisse y avoir un bruit persistant, bien ancré dans le réel depuis des siècles, que seule une petite proportion de la population peut entendre. Un bruit dont la science peine à élucider le mystère. Eh bien, j'ai bien peur d'avoir à vous annoncer qu'il y a de très fortes chances pour qu'un tel bruit existe. Laissez-moi vous présenter le hum. Il est assez difficile de dater précisément les premiers témoignages relatifs au hum, mais on peut tout de même citer 3 endroits où les gens s'en sont particulièrement plaints. Walford au Royaume-Uni, Taos au Texas et Kokomo en Indiana. En 1977, un article publié dans le Sunday Mirror relayait le fait qu'à Walford, un petit village anglais, de nombreux habitants semblaient souffrir d'un bien curieux trouble. Une sorte de son basse fréquence, intermittent, et dont la source semble lointaine. Suite à la parution de cet article, la rédaction du Sunday Mirror allait recevoir près de 1000 lettres venant des 4 coins du pays. Et dans chacune de ces lettres, toujours le même message. Des gens rassurés d'apprendre qu'ils n'étaient pas les seuls à entendre ce bruit, car personne dans leur entourage ne semblait entendre quoi que ce soit. Et puis, plus rien. Plus d'engouement particulier pour ce mystère pendant près de 20 ans. Il faudra attendre mai 1991 pour qu'un article du journal texan Taos News décide lui aussi de relayer certains témoignages d'individus entendant exactement la même chose tout en étant incapables de localiser la source de cet étrange bruit. Après cet article, une fois de plus rien pendant 10 ans. Mais en 2001, un journal de l'Indiana va publier à son tour de nombreux témoignages d'habitants de la ville de Kokomo, gênés eux aussi dans leur quotidien par ce mystérieux bruit. Comme pour le Sunday Mirror, chacune des rédactions qui abordait ce sujet se retrouvait littéralement submergée de courriers des lecteurs. Et dans chacune de ces lettres, le même descriptif. Un bourdonnement assimilable au bruit que ferait un moteur diesel au loin et tournant au ralenti. Naturellement, ces témoignages ont attiré l'attention de certains scientifiques. En 2003, Geoff Leventhal, un docteur en ingénierie acoustique spécialisé dans les sons basse fréquence, a décidé de s'intéresser au phénomène. Leventhal est donc rentré en contact avec un large groupe d'individus entendant ce bruit, dans le but de les questionner, de leur faire passer des tests acoustiques, et surtout de pouvoir tirer des hypothèses quant à la source de cet étrange son. Tout d'abord, il a demandé au sujet de décrire le plus précisément possible ce bruit. Et comme dans beaucoup de lettres envoyées ces dernières décennies aux rédactions des journaux ayant abordé le sujet, toujours la même description. Le bruit d'un moteur diesel qui tourne au loin, ou bien un avion lointain qui survolerait la zone. Et c'est justement ça qui a mis la puce à l'oreille à Leventhal. Que des gens entendent des bruits dont ils n'arrivent pas à identifier la source, ok. Mais que l'immense majorité d'entre eux disent entendre exactement le même type de bruit, c'est déjà plus bizarre. En consultant ces statistiques, Leventhal s'est rendu compte que la majorité des individus qui entendaient ce bruit étaient âgés de 40 à 75 ans, que ce bruit s'intensifiait à la nuit tombée, que même des personnes atteintes de surdité pouvaient l'entendre, et que d'après ses estimations, ça représentait environ 2 à 4% de la population. Leventhal a également remarqué que pour beaucoup de ces individus, le bruit s'arrêtait de temps à autre, parfois même pendant plusieurs heures, voire quelques jours.
mais revenaient toujours de manière aléatoire dans leur vie. Il s'est également rendu compte que beaucoup d'individus entendaient davantage le hum à la campagne qu'en ville. Et puis, les sujets décrivaient tous un son basse fréquence. Comme l'Eventhal était spécialisé dans ce type de sonorité, il a naturellement voulu faire des tests pour déterminer la fréquence exacte de ce son. Et nouvel élément bizarre, la majorité des sujets ont décrit une sonorité qui oscillait entre 40 et 50 Hz. Ce qui surprit beaucoup l'Eventhal, car après s'être rendu compte que les sujets entendaient pratiquement tous le même bruit de moteur lointain, il ne s'attendait pas à ce que ce bruit soit enfermé dans une fourchette si étroite de fréquences. Assez clairement, pour l'Eventhal, le fait que tant d'individus prétendent entendre un bourdonnement basse fréquence, compris entre 40 et 50 Hz, avait tout d'une anomalie. Il concluait alors que certains individus entendant le hum semblent avoir réussi à s'adapter à ce bourdonnement constant. Chez certaines personnes, le hum a même totalement disparu de leur vie sans qu'ils n'aient rien eu besoin de faire. D'autres ont réussi à faire taire ce bruit en utilisant des produits anesthésiants, quand certains ont dû simplement déménager pour ne plus entendre ce bruit. Ce hum reste un mystère pour les spécialistes en son basse fréquence. Les complexes industriels ont longtemps été suspectés, mais les études menées sur ces sites ont révélé qu'aucune corrélation entre les sons produits par les machines et ce qu'entendaient les sujets n'avait été établie. Pareil pour les pipelines, les tours de transmission ou les bases militaires. Aucune de ces sources potentielles ne semble être en lien avec le hum. Ce bruit semble réellement venir de nulle part. Assez clairement, l'Eventhal avait échoué dans sa quête de la source du hum, mais ses travaux d'observation du phénomène constitueront une formidable base de travail pour ses successeurs. Et des successeurs, il en aura. On est au tout début des années 2000 et une émission allait s'intéresser à ce mystère. Et pas n'importe quelle émission, non. Unsolved Mysteries. Unsolved Mysteries est une série culte américaine, diffusée depuis 1987, et qui propose des présentations de cas mystérieux allant des cold cases aux phénomènes paranormaux. Comme pour chaque épisode de cette série, c'est un carton, et des millions d'Américains vont désormais faire connaissance avec le hum. Et comme à chaque fois qu'un média abordait ce sujet, des milliers d'individus entendant ce bourdonnement qui se sentent moins seuls, et qui ont simplement envie qu'on les écoute et qu'on les croie. Mais nous sommes en 2000, plus personne ne va aller écrire à la production d'Unsolved Mysteries. Non. Les gens allaient désormais pouvoir directement en parler sur les forums, plateformes d'échange de cet internet encore émergent. Et à partir de ce moment-là, le hum va se retrouver littéralement partout sur internet, et de très nombreux médias vont commencer à en parler. Et comme bien souvent, sans réellement prendre la peine de se renseigner avant, et en optant pour l'approche la plus sensationnaliste possible. L'entendez-vous ? Le hum, cet étrange bruit que seuls 4% de la population perçoit. Le hum, ce bruit mystérieux qui rend fou du Canada à l'Occitanie. Seulement 4% de la population entend le hum. Qu'est donc ce bruit mystérieux ? À la découverte du hum, ce bruit rare et mystérieux qui rend fou. Des tas d'articles, qui d'ailleurs ne sont pour la plupart que des copier-coller des uns des autres, ou de vulgaires traductions d'articles étrangers. Et en les lisant, eh bien, on trouve de très nombreuses hypothèses diverses et variées. Certaines personnes auraient la capacité de ressentir les infrasons produits par les antennes relais. Ce serait également une des conséquences de l'activité tectonique terrestre, des activités secrètes de l'armée, des facettes inexplorées de l'Antarctique, ou encore le fait que ce bruit serait causé par les vagues de l'océan qui enverraient un écho jusqu'au plancher océanique et secouraient la Terre en entrant en collision avec les plateaux continentaux. Bref, si les scientifiques se sont toujours montrés très réservés quant à la provenance de ce bruit, les médias semblent, quant à eux, soulever de nombreuses hypothèses présentées comme crédibles. Et c'est justement à ce moment-là que les choses vont se compliquer. Suite à l'apparition de ces articles, de nombreux internautes vont se regrouper et même commencer à créer des sites entièrement dédiés à ce phénomène. En France, on peut notamment citer lebruit.com, un site qui a même son groupe Facebook dédié où les individus entendant ce mystérieux son peuvent se regrouper et partager leurs expériences. Mais le souci, eh bien, c'est que quand on lâche un sujet comme ça dans l'océan qu'est Internet, beaucoup de groupes vont essayer de s'approprier le sujet afin d'instrumentaliser le hum dans le but de donner du crédit à leurs croyances. Les obsédés des antennes 5G, les névrosés des compteurs électriques connectés, les adeptes de la résonance de Schumann, les électrosensibles de l'extrême, et puis plus généralement ceux qui sont persuadés qu'on nous ment et que l'armée contrôle la nature ou je ne sais quoi d'autre. Et nous le verrons plus tard, mais cette récupération du hum par ces groupes va s'avérer excessivement préjudiciable pour les personnes souffrant vraiment de ce mystérieux bourdonnement. Mais avant ça, revenons à Unsolved Mysteries.
Dans ce 20e épisode de la 7e saison de l'émission, on peut y voir une présentation assez classique du phénomène, avec des témoignages et à la fin, de nombreuses hypothèses qui ne vont pas réellement s'avérer utiles pour la suite. Mais il y a tout de même une séquence qui est assez intéressante. L'émission décide de suivre Hal, un Américain qui a été contraint de déménager de nombreuses fois afin de s'éloigner le plus possible de la potentielle source du hum. Mais rien n'y fait. Hal entend encore et toujours ce bourdonnement. D'où l'idée d'aller dans une grotte, pour voir si le hum allait peut-être disparaître en s'enfonçant dans les profondeurs. Et malheureusement pour lui... Pour toutes les personnes entendant ce hum, le fait de se couper au maximum de la civilisation et des activités humaines ne changeait absolument rien. Sous terre, en pleine campagne de nuit ou au beau milieu de l'océan, aucun endroit sur Terre ne semblait être épargné par le hum. Les gens pouvaient fuir aussi loin qu'ils le voulaient, cet étrange bourdonnement était toujours là. En 2004, David Deming, chercheur et professeur de géologie et de géophysique à l'université de l'Oklahoma, allait s'intéresser à ce phénomène. Dans le cadre de son étude, Deming allait affiner les hypothèses de Leventhal en pointant du doigt plus spécifiquement les ondes très basse fréquence. Les ondes très basse fréquence ont, en quelque sorte, connu leur heure de gloire durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les différentes armées ont commencé à utiliser des radars. Et bon, à cette époque-là, les scientifiques savaient certes utiliser ces ondes pour localiser l'ennemi, en revanche, les dommages collatéraux que pouvait entraîner une surexposition à ces ondes pour les militaires restaient très largement méconnus. De nombreux officiers qui passaient leur journée à utiliser les radars se retrouvaient très souvent avec des symptômes assez inédits. En effet, l'immense majorité de ces militaires présentaient de graves problèmes d'audition, dont des bourdonnements basse fréquence lorsque les radars étaient actifs. Il faudra attendre les années 60 pour que ce qu'on appellera par la suite l'effet de Frey soit découvert. L'effet de Frey, mis en lumière par le neurobiologiste Alan Frey, a révélé que l'oreille humaine était capable de percevoir certaines fréquences d'ondes radio. Ce qui, pour l'époque, était une sacrée révélation, parce qu'avant les années 60, personne ne s'était réellement intéressé à ce phénomène. Certainement parce qu'au final, ce problème ne touchait qu'une infime partie de la population, à savoir les militaires qui utilisaient des radars. Mais dans le cadre de ses recherches, Frey a découvert que si on orientait certaines ondes radio sur un être humain, ce dernier pouvait se mettre à entendre des sons que lui seul allait pouvoir percevoir. Et ce qui est fascinant avec ce phénomène, c'est que ça fonctionnait même sur les personnes atteintes de surdité. Du coup, si certaines ondes basse fréquence pouvaient provoquer ce type de bourdonnement, alors est-ce que si on arrive à retirer de l'équation toutes ces ondes, est-ce que le hum finira enfin par disparaître ? Pour s'en assurer, Deming allait justement décrire certains protocoles expérimentaux à mettre en place pour tenter d'affiner les connaissances liées au hum. La première étape de ce protocole expérimental était de construire une cage de Faraday. Alors pour faire simple, une cage de Faraday est une structure métallique étanche aux champs électriques et électromagnétiques. Cela signifie donc que tout ce qui se retrouve enfermé dans une telle boîte sera, en théorie, entièrement protégé de toute forme d'onde susceptible de causer ce bourdonnement. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène Glenn McPherson, un mathématicien, professeur à l'université de Colombie-Britannique, entendant lui-même le hum depuis près de 10 ans, a voulu refaire l'expérience de la cage de Faraday décrite par Deming quelques années plus tôt. Et comme McPherson est quelqu'un de méthodique et méticuleux, il s'est mis en tête de tenter de créer la cage de Faraday ultime. Sans trop rentrer dans les détails, ce scientifique a utilisé de nombreuses couches d'aluminium différentes, qui est un matériau dont Faraday lui-même avait démontré l'incroyable propriété de ne laisser passer aucune de ces ondes. Et après plus d'une année de travail sur cet appareil, McPherson avait réussi à façonner un des endroits les plus étanches aux ondes basse fréquence que l'on pouvait trouver. La cage était prête, et il était grand temps pour McPherson de mettre à l'épreuve sa création et de convoquer de nombreux sujets afin de voir si, une fois à l'intérieur, le hum allait ou non cesser. Et, une fois de plus... Going into the box made absolutely no difference whatsoever to my perception of the hum. If anything, maybe even it got louder. Après avoir testé lui-même la cage et invité de nombreuses autres personnes à faire de même, toujours le même résultat. Le hum était toujours là et résonnait plus encore dans les oreilles des sujets. Assez clairement, il allait falloir se résigner. Le hum n'a aucun rapport avec les rayonnements électromagnétiques ou autres ondes radio. Ok, mais du coup, il reste quoi comme piste à exploiter ?
Un bourdonnement basse fréquence, intermittent, entendu partout dans le monde, par une faible proportion de la population, qui semble lointain mais que l'on ne peut manifestement pas relier à l'activité humaine, que même des personnes atteintes de surdité peuvent entendre. Au final, est-ce que le ne serait pas tout simplement un problème interne à ces individus? Et si c'est le cas, alors plus besoin d'essayer de chercher une source externe à ce bourdonnement. Bon, je suis persuadé que pour beaucoup d'entre vous, il n'y a aucun doute. Ces gens souffrent simplement d'acouphènes. Et je suis également certain que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous vous dites depuis le début. Pour être honnête avec vous, c'est ce que je pensais aussi. Et puis, je me suis un peu renseigné sur les acouphènes, et sur ce qu'avaient écrit Leventhal, Deming et bien d'autres à ce sujet. Et c'est justement ça qui est fascinant avec ce phénomène. Le n'est en rien un acouphène. Enfin, pas au sens de la médecine et de la science en général. Les acouphènes, qui se traduisent généralement par un bourdonnement d'oreilles, peuvent prendre plusieurs formes. Mais si leur intensité peut varier, ils sont plus ou moins omniprésents, et les personnes qui en souffrent ont tendance à les entendre dans n'importe quel environnement. Le quant à lui, est plutôt un trouble nocturne, affectant principalement les gens vivant à la campagne, et disparaît souvent en journée ou lorsque la personne voyage. Et ça, eh bien, c'est un argument important. Si le ressemble en effet beaucoup à un acouphène, les symptômes de cette pathologie, très répandue, ne permettent pas de l'assimiler totalement au mystérieux bourdonnement. Et c'est pareil pour l'hyperacousie, qui est un trouble de l'audition très fréquent, qui provoque une exacerbation des sons pouvant les rendre dérangeants, voire même douloureux pour les personnes souffrantes de ce trouble. Bon, je vous sens sceptique et c'est très bien. Mais laissez-moi vous présenter deux autres arguments qui, pour ma part, m'ont convaincu que le n'était pas à proprement parler un acouphène. Rendons-nous d'abord sur le site internet thehum.info. Ce site, créé par Macpherson il y a plus de 10 ans, a permis aux personnes qui entendaient le de se retrouver, de pouvoir témoigner de leur quotidien, hanté par ce bourdonnement, et plus généralement de faire connaître ce phénomène pour que les laboratoires de recherche se penchent sérieusement sur cette problématique. Macpherson a créé un fichier Excel, que tout le monde peut d'ailleurs consulter, où les utilisateurs peuvent décrire l'évolution de ce bourdonnement, en fonction de leurs propres expériences, bien évidemment. Et en analysant bien ces témoignages, Macpherson s'est rendu compte de quelque chose de très étonnant, qui n'avait jamais été relevé jusqu'ici. Un long voyage en avion fait disparaître totalement le pendant presque une semaine entière. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais aucune personne souffrant d'acouphènes ou d'hyperacousie ne voit ses troubles disparaître après un tel voyage en altitude, bien au contraire. Les gens pour qui des acouphènes ont été diagnostiqués ont tendance à justement voir leur inconfort auditif augmenter, mais jamais, au grand jamais, disparaître totalement pendant si longtemps après un voyage en avion. On sait tous que le changement de pression dû à l'altitude, et même à la profondeur d'ailleurs, a un effet sur le système auditif. Mais que ça puisse faire disparaître totalement un bourdonnement qu'une personne entend depuis des décennies, c'est totalement nouveau. Pour moi, c'est un indice à prendre en compte dans la différenciation entre et acouphène. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre argument qui peut légitimement faire penser que le n'est pas un trouble de l'audition classique. Quand on analyse la répartition des cas de déclarés, il y a quelque chose qui saute vraiment aux yeux. La répartition des cas autour de la planète ne semble pas du tout homogène. Les cas d'acouphènes et d'hyperacousie sont tellement fréquents que leur répartition est bien plus uniforme. Il y a proportionnellement autant de personnes souffrant de ces troubles en ville qu'à la campagne, en Amérique qu'en Asie, bref, il y a des cas partout. Alors que pour le c'est moins clair. À bien regarder la carte, on se rend compte qu'une écrasante majorité des cas semblent venir de pays anglophones. Si ce bourdonnement avait été un trouble de l'audition classique, il y aurait eu une répartition bien plus homogène parmi la population mondiale. Mais bon, d'un autre côté, je ne suis pas certain que ce dernier argument soit irréfutable. Comme le site est en anglais, que c'est un phénomène dont la couverture médiatique a principalement été faite par des médias anglophones. Il n'est pas anormal que la majorité des individus qui se rendent sur thehum.info pour témoigner soient anglophones. Mais ce dernier détail doit nous amener à nous poser une question bien particulière. Est-ce que tout ceci est réel ? Est-ce que ces personnes entendent réellement ce bourdonnement, ou bien ne sont-elles pas simplement victimes d'un phénomène bien connu, qu'est celui de la psychose collective ? Le trouble délirant induit, ou psychose collective, est un phénomène psychologique et social qui se caractérise par l'apparition soudaine de symptômes physiques de manière épidémique dans une population et dont l'origine n'est pas un trouble organique ou une maladie. Pour faire simple, c'est ce qu'on appelait communément l'hystérie collective.
Cela se produit généralement lorsqu'au sein d'un groupe, un seul individu présente un trouble psychotique authentique, et que ses idées délirantes se propagent au reste du groupe. Dans l'histoire, il y a eu pas mal de troubles délirants collectifs recensés. Mais on peut citer les procès des sorcières de Salem, où entre 1692 et 1693, l'immense majorité des habitants d'une ville s'étaient persuadés les uns les autres que les sorcières existaient et qu'il fallait donc les faire disparaître dans les flammes. Et ici, il faut bien avouer que le phénomène du pourrait tout à fait rentrer dans cette case. Avec internet, les idées se propagent à une vitesse telle que la contagion mentale peut se faire à haut débit, car il n'est désormais plus nécessaire que les individus soient physiquement rassemblés pour qu'ils constituent une foule animée d'une sorte d'âme collective. Peut-être qu'au final, ces personnes se sont simplement auto-persuadées qu'elles entendaient un bourdonnement. Peut-être même que le fait de se rassembler sur des forums ou des sites dédiés leur a simplement permis d'entrenourrir leurs imaginations débordantes, ou bien leur simple déni de simplement souffrir d'acouphènes. En tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes pensent d'eux sur internet. Et il faut dire que sur la toile, le souffre d'une très mauvaise réputation pour une raison toute simple, son référencement. Si vous cherchez des articles sur le des gens avec qui échanger en ligne à ce sujet, et surtout des solutions pour faire disparaître ce bourdonnement, il y a de grandes chances pour que vous ne tombiez que sur des articles que l'on a vus en début de vidéo, et qui semblent surtout s'intéresser aux théories improbables, voire paranoïaques. Ou alors, vous pourrez également tomber sur des sites personnels, groupes de discussion, où sévissent des crypto-gourous manipulant les énergies à distance pour faire disparaître les troubles de l'audition. Tout ça contre de l'argent, bien évidemment. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que le est un phénomène réellement mystérieux, qui mériterait d'être pris au sérieux. Depuis la mise en lumière de ce phénomène par Leventhal, au début des années 2000, aucun gros centre de recherche ne s'est sérieusement penché sur ce phénomène, et seuls les travaux méticuleux de Deming et McPherson ont permis d'extirper le de la benne à ordures que sont les pseudosciences. La plateforme mise en ligne par le docteur McPherson s'appuie en effet sur un système d'autodéclaration assez strict pour répertorier les témoignages d'individus entendant le à travers le monde. Et ce dernier met d'ailleurs un point d'honneur à ce que les données soient collectées le plus méticuleusement possible. Lorsque l'on veut consulter ou déposer un témoignage sur la plateforme thehum.info, il est clairement indiqué que vous êtes dans un endroit où seules les enquêtes rigoureuses comptent. Les spéculations farfelues et paranoïaques ne sont pas les bienvenues. Vous trouverez facilement d'autres sites de divertissement qui abordent ce phénomène si vous recherchez des explications sensationnalistes. Et au final, même si McPherson admet lui-même que le recoupement des données ainsi que les expériences mises en place n'ont toujours pas permis d'aboutir à une conclusion, toutes ces années de recherche amateur pourraient bien, un jour, être utiles à la science. Parce qu'en effet, que ce soit Leventhal, Deming ou McPherson, tous privilégient la même hypothèse. Et si au final, tout ceci n'était rien d'autre qu'un mystère purement d'ordre médical. Un trouble ressemblant aux acouphènes mais avec des symptômes différents. Après tout, nous sommes toutes et tous câblés différemment. Il y a bien des personnes atteintes de daltonisme qui perçoivent les couleurs autrement, d'autres individus ont un odorat surdéveloppé, d'autres sont myopes, quand au contraire des gens ont 20 sur 10 d'acuité visuelle. Bref, une infinité de petits paramètres qui vont nous définir en tant qu'individus. Et puis, au final, il ne faut pas oublier que les générations de nos grands-parents, ou de nos arrière-grands-parents pour les plus jeunes, ont connu un monde où l'imagerie médicale n'existait pas, où des pathologies très répandues comme la maladie de Crohn ou même celle d'Alzheimer n'avaient tout simplement jamais été mis en lumière par la médecine. En effet, la science évolue lentement, au gré des évolutions de la technologie. Et lorsque l'on s'intéresse plus spécifiquement aux mécaniques liant le système auditif, le système nerveux et le cerveau, eh bien on se rend compte qu'il existe encore de très nombreuses zones d'ombre. D'ailleurs, les chercheurs en neurosciences sont bien souvent les premiers à confesser que le fonctionnement du cerveau humain reste encore très mystérieux. Ok, mais alors, si c'est une sorte de trouble de l'audition, pourquoi personne ne s'était plaint du avant le début des années 2000 ? Eh bien, en réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte que ce type de bourdonnement semble avoir été rapporté depuis bien longtemps. Bien avant la révolution industrielle et l'apparition des antennes relais d'ailleurs. McPherson et son équipe ont mené des recherches dans les archives disponibles en ligne, et ils se sont rendus compte que dès la fin du XVIe siècle, des médecins indiquaient avoir parfois des patients qui se plaignaient d'entendre un bruit sourd, semblable à un gigantesque et lointain essaim de bourdon. Et c'est vrai que quand on mentalise le bruit que pourrait faire un tel essaim, eh bien ça peut clairement ressembler aux sonorités basse fréquence que pourrait faire un moteur diesel qui tournerait au loin et au ralenti.
Un vidéaste américain, Night Doc, dont je vous invite vivement à découvrir le travail, s'est intéressé au hum et a pu prendre directement contact avec McPherson lui-même. Il lui a demandé comment il voyait l'évolution du hum dans les années à venir, et quelles seraient les mesures à mettre en œuvre pour que les choses évoluent. Et voici sa réponse. To bring this project to its fruition, I need one of two things to happen. Basically the same thing. One thing to happen is if either a serious university lab or a private lab, private corporate lab, to pick this up. And if either of those things happen, this thing will be solved within a year. And then I can get back to my life. I can tell you one thing, that we need the hum hairs to get into a functional MRI machine. Not an MRI, but a functional, like an fMRI. If we took the MRIs of 50 hum hearers and 50 non-hum hearers and gave them to an external radiologist and ENT, like the ear, nose, throat specialist, and say, are there any differences between these groups? That might pinpoint an anatomical difference. If we could also get the EEG machine hooked up, it could be that we could actually see an EEG spike at perceived frequency. If I hook you up to an EEG and I play a strong, let's say 40 hertz note, there will be a 40 hertz spike on the EEG, which is quite remarkable, by the way. We have a postdoctoral researcher at a major German university who insists that he remain anonymous for now, but they're hot on the heels of this. An actual final university laboratory in Germany is taking this on slowly. Ce qui est intéressant avec cette conclusion de McPherson, eh bien, c'est qu'elle s'inscrit dans la droite lignée des recommandations formulées par Leventhal et Deming près de 20 ans auparavant. Il est nécessaire d'utiliser l'imagerie médicale pour tenter de trouver des particularités anatomiques chez les sujets, qui pourraient être à l'origine de ce bourdonnement. Si des chercheurs allemands ont décidé de consacrer du temps et de l'argent à ce phénomène, alors espérons simplement que McPherson dise vrai, et que nous puissions prochainement avoir une potentielle dissipation de ce mystère. Et franchement, je ne vous cache pas que je trouverais ça génial. Parce que pour moi, le hum illustre à merveille la lente déconstruction d'un phénomène inexpliqué, qui se révélera d'ailleurs peut-être n'être au final qu'une possible zone d'ombre sur nos connaissances du corps humain. J'avais très envie de vous présenter l'histoire de cet étrange bourdonnement, et de cette communauté d'internautes qui s'efforce de traquer rationnellement et avec méthode les raisons d'une anomalie. Et puis, je trouve que le hum illustre à merveille le côté dual d'Internet. Si vous lâchez un sujet dans cet océan qu'est Internet, il peut tout à la fois être récupéré par des utilisateurs réellement soucieux d'en apprendre davantage, et même d'apporter leur modeste contribution à l'ensemble des connaissances humaines. Mais il peut également être récupéré par le côté sombre d'Internet, celui des arnaques intellectuelles, des escroqueries et des discours trompeurs et complotistes. Car en effet, le fait de systématiquement prétendre que la source d'un problème est forcément le fruit d'une conspiration, de phénomènes mystiques ou de je ne sais quoi d'autre, ne rend généralement pas service à la cause. Bien au contraire. J'espère que vous avez apprécié la présentation de cette anomalie. D'ailleurs, je serais assez curieux de savoir si vous avez déjà entendu ce bourdonnement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du hum en commentaire. Je suis vraiment curieux de lire vos théories sur le sujet. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like. Ça ne vous prend que quelques secondes et c'est la meilleure manière de récompenser mon travail. Merci à celles et ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. La suite arrive très bientôt et croyez-moi, ça va être du lourd. Alors n'hésitez pas à activer la cloche pour être sûr de ne rien louper. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.